Bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous, même dans des conditions aussi particulières. Mais je pense qu'en termes d'obstacles, ce colloque tombe à pic, puisque comme nos élèves ou nos étudiants, nous avons pu expérimenter un certain nombre d'obstacles ces dernières semaines. Mais les recherches que je vais vous présenter datent du monde d'avant. Je ne vais donc pas m'appesantir sur l'actualité. Pour situer, je vous parle depuis la Vendée, donc c'est un département au sud de Nantes, en France. Je ne précise pas cela par chauvinisme, hein, mais parce que cela aura du sens avec certains de mes propos. J'ai récemment soutenu ma thèse en didactique de l'histoire en décembre dernier et ma communication porte sur ces travaux. Lorsque j'ai lu l'appel à communication pour le colloque du Didactifène, je me suis dit que j'avais vraiment beaucoup de chance qu'un colloque aussi conséquent s'intéresse à un de mes thèmes de prédilection, donc les obstacles. Donc pourquoi ça m'intéresse particulièrement? Eh bien parce que c'est un des résultats majeurs de ma thèse, montrer l'incapacité des élèves à devenir compétents pour critiquer un document en histoire tant que l'obstacle du réalisme n'est pas franchi. Donc c'est cet obstacle-là dont je vais vous parler. Donc pour résumer, ce qui peut empêcher les élèves de faire preuve d'esprit critique, mais esprit critique au sens historien du terme. Je vais essayer donc dans le temps qui m'est imparti de vous expliquer cela en tenant compte du fait que vous n'êtes pas tous des férus d'histoire, ni forcément des adeptes de mon cadre théorique, la problématisation. Je vais essayer de faire simple pour les aspects très théoriques. J'espère en tout cas que ma communication vous donnera envie d'en connaître davantage sur ces deux éléments. Donc tout d'abord, sachez que je n'invente rien quand je vous parle de réalisme des élèves pouvant faire obstacle en histoire. Ce matin, il y a une communication qui parlait de pensée naïve, on peut le rapprocher aussi du réalisme. Je m'appuie pour cela sur des travaux antérieurs, ceux d'Audigier principalement, qui dans les années 90 se penchent sur la façon dont les élèves conçoivent le cours d'histoire. Et ce qu'il montre, c'est que les élèves ont une attente vis-à-vis d'un certain réalisme, c'est-à-dire que le cours d'histoire leur donnerait accès de façon directe au passé. Le professeur raconte ce passé, l'illustre par des documents dans ce qu'on a appelé en cours en didactique la boucle didactique. Mais depuis, donc, de nombreux didacticiens ont fait des recherches empiriques sur cette pensée scolaire des élèves en histoire qui cherchent à voir la vérité du passé dans le cours d'histoire. Épistémologiquement, l'histoire n'est pas la vérité du passé, puisqu'il s'agit d'une construction à partir de traces. L'histoire n'est pas pour autant un mensonge. Il ne faudrait pas sombrer dans le relativisme, hein, ce qu'on vient de voir avec la conférence, l'atelier juste avant. Mais comme le dit Didier Cariou, les documents étudiés en classe devraient davantage être vus comme des indices, alors qu'ils sont très souvent traités comme des informations. Donc on va chercher les informations dans le document au lieu d'en voir des indices pour une enquête. Je prends un exemple que beaucoup connaissent. Lorsque De Gaulle fait un discours où il dit « je vous ai compris », eh bien, la plupart du temps, les élèves vont analyser cela comme De Gaulle a donc compris les Français qui l'écoutent. Or, pour l'historien, ce discours est au contraire le début d'une enquête pour essayer d'interpréter la pensée de son auteur. Le didacticien américain Weinberg s'est particulièrement intéressé justement au fait que les compétences des historiens sont très différentes de ceux qui sont novices en histoire. Et il explique qu'un historien, même s'il ignore tout d'une période qu'il a étudiée, eh bien, il va avoir une façon de questionner le document assez différente d'un élève ou d'un étudiant. Donc cet esprit critique des historiens peut être vu comme inatteignable en classe, peut-être parce que les élèves sont trop jeunes, mais on est de nombreux didacticiens à pouvoir imaginer qu'au contraire, cela peut mener à des dispositifs pour leur faire développer ces compétences historiennes, non pas pour en faire des petits historiens, mais parce que cela peut leur être très utile. Donc on est face à un obstacle épistémologique avec ce réalisme des élèves qu'il convient d'apprendre à dépasser. Et alors je suis désolée de cette image de Trump en gros plan pour vous, mais l'ère des fake news rend encore plus pressant ce besoin de développer des compétences critiques chez les élèves.
En effet, on peut se demander de quelle façon on peut transférer ces compétences historiennes à la vie de tous les jours. Et je fais pour cela le parallèle avec ce qu'on appelle le fact-checking. Donc le fact-checking, c'est ce que développent les organes de presse aujourd'hui pour combattre les fake news. Chaque média développe ce type d'outils à destination de ses lecteurs ou ses téléspectateurs. Mais si on fait le parallèle avec les compétences historiennes, je pense que la majorité des fact-checkers font aujourd'hui un travail inachevé, et ce au regard de ce qu'on peut appeler justement faire de l'histoire critique. Ainsi, si je suis un électeur de Donald Trump et que je n'accorde aucun crédit à CNN, pourquoi me mettrais-je à croire leur fact-checking? Les médias ne font que conforter leurs alliés déjà convaincus que leurs ennemis disent faux. Trump fait d'ailleurs lui aussi son propre fact-checking en disant que les journalistes racontent n'importe quoi. Donc chacun fact-check, mais sans aller plus loin. Avec des compétences historiennes, si on dépassait le réalisme, on irait beaucoup plus loin. On ne se contenterait pas de dire qu'est-ce qui nous semble juste, qu'est-ce qui nous semble faux, mais on se demanderait pourquoi est-ce que tel auteur a besoin de défendre telle ou telle vision des choses. Autrement dit, on ne chercherait pas seulement à prouver que Trump dit n'importe quoi quand il dit que tous les Mexicains sont des violeurs, mais on se demanderait pourquoi est-ce qu'il a besoin d'utiliser ce type d'argument face à son électorat. Donc, on rejoint l'épistémologie de l'histoire, faire des hypothèses sur les intentions des acteurs du passé et non seulement essayer d'atteindre une vérité qui est de toute façon inatteignable. Donc, pour conclure sur ce premier point, franchir l'obstacle du réalisme en histoire, c'est un problème ancien des didacticiens de l'histoire et il me semble très utile aujourd'hui. Donc j'espère que pour le moment, j'ai perdu personne. Là, je vais entrer dans le dur du sujet avec mon cadre théorique. Donc un cadre qui a été impulsé par Michel Fabre et Christian Orange, mais ensuite repris par de très nombreux didacticiens. L'idée, c'est de permettre de produire des données didactiques pouvant être analysées, avec des séquences forcées qui permettent aux élèves d'aller le plus loin possible dans leur construction de problèmes, eh bien, on va voir comment ils peuvent construire des problèmes scientifiques. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant qu'ils résolvent ces problèmes, mais qu'ils les construisent en considérant que le savoir se trouve dans la construction de ces problèmes, dans le déploiement de l'enquête. Donc, pour chaque discipline, les didacticiens qui sont en problématisation vont aller regarder comment fonctionnent les scientifiques et ensuite essayer de transposer des formes de construction de problèmes à la classe. Donc en histoire, c'est Lemarec, Dousseau et Vézier qui ont commencé dans les années 2000 ces travaux-là. Donc en histoire, on montre que dès l'école primaire, on arrive à faire mener des enquêtes historiennes problématisées aux élèves. Finalement, ce n'est pas si incongru que cela. On n'imagine pas faire des maths sans raisonnement mathématique. Finalement, faire de l'histoire sans raisonnement historien, ça peut sembler un peu incongru, même si on sait qu'aujourd'hui, la pratique de l'histoire est assez peu tournée vers l'enquête. Donc, pour analyser nos séquences forcées, on utilise des modélisations au nom un peu barbares. Je ne vous les détaille pas. Il y a le registre empirique, donc les données du problème, les modèles explicatifs, la façon d'expliquer les problèmes. Moi, ce sur quoi je vais me centrer, c'est plutôt le registre explicatif sur lequel on se focalise, c'est-à-dire que le registre explicatif correspond à une façon générique de construire des problèmes en histoire. Et dans mes travaux, j'identifie deux types de registres explicatifs chez les élèves, soit un registre explicatif de sens commun, qu'on pourrait dire naïf par rapport à la communication de ce matin, et un registre explicatif historien. Donc, dans le registre explicatif de sens commun, les élèves, lorsqu'ils auraient une enquête à mener, eh bien, ils mobiliseraient leur façon de penser pour sélectionner les données dans les documents, mais sans faire preuve d'esprit critique, c'est-à-dire qu'ils resteraient sur le document me donne des informations sur le passé, me livre le passé sur un plateau. À l'inverse, dans un registre explicatif historien, le document est considéré pour ce qu'il est, c'est-à-dire une trace produite avec une intention. Les intentions sont alors à questionner. Donc, les modèles explicatifs des élèves viennent rencontrer les modèles explicatifs de l'auteur de façon à construire justement un problème.
Cette pensée critique historienne s'exerce alors tout au long de l'enquête. Donc, tout ceci est très théorique. Je vais maintenant essayer de vous montrer comment est-ce que le registre explicatif historien est indispensable pour dépasser l'obstacle réaliste. Donc, je reviens à mes travaux pour vous les présenter. Je vous dresse un portrait rapide sur une année complète de seconde. Donc, c'est la première classe du lycée en France. J'ai construit un ensemble de 5 séquences de plusieurs séances chacune sur des périodes différentes, visant à apprendre aux élèves à construire des problèmes en histoire de façon critique. À chaque séquence, le problème est différent, sur des thèmes différents, avec des documents différents. Mais je relie chaque séquence entre elles avec le principe de l'exemplaire de Kuhn, c'est-à-dire que les élèves doivent se pencher sur la façon dont ils ont construit des problèmes précédemment, comment ils ont réussi à mener l'enquête, pour comparer avec l'enquête qu'ils sont en train de mener et essayer de progresser de cette façon-là. Donc, c'était l'idée de ma thèse, voir si avec des exemplaires, eh bien, finalement, les élèves réussissaient à problématiser de façon plus pertinente. C'est une idée qui vient de Sylvain Douceau, qu'il avait émise dans son HDR. Donc, ce n'est pas le sujet central ici. Je vous résume, ça fonctionne à peu près bien. Hein. Au final, les élèves finissent par arriver à problématiser, mais c'est le mais qui va m'intéresser. Au final, on s'aperçoit qu'il y a un obstacle majeur qui reste jusqu'à la fin, c'est le réalisme. Et pour cause, je n'avais pas du tout identifié a priori cet obstacle dans le dispositif que j'avais conçu pour les élèves. Donc, j'avais conçu des dispositifs leur permettant d'apprendre à mener l'enquête, d'apprendre à problématiser, d'apprendre à faire preuve d'esprit critique, mais je n'avais pas identifié le réalisme comme obstacle. Donc, je vais vous montrer un petit peu plus en quoi ça consiste et comment j'ai pu l'identifier. Donc, je commence mon focus sur les guerres de Vendée. Donc, je vous ai dit que j'étais avec des élèves vendéens. Alors, en Vendée, il y a eu les guerres de Vendée pendant la Révolution française. Et en fait, les élèves vendéens sont plongés très tôt dans cette histoire-là, puisque tous les sites touristiques en Vendée parlent de cette histoire. Le plus connu, c'est le Puy du Fou, qui rayonne à l'international. Et en fait, dans tous les sites touristiques, on vend aux élèves une histoire anti-républicaine, catholique, royaliste de la Révolution française. Et je vous avoue que je ne rivalise jamais avec les spectacles du Puy du Fou qui sont merveilleux à regarder, mais qui font mal à l'histoire. Et donc, quand on aborde ça avec les élèves, ils ont des façons d'expliquer la Révolution française assez différentes de ce qu'on pourrait retrouver ailleurs en France, puisqu'il y a une forme de victimisation de la Vendée, considérant qu'elle a été victime d'un génocide, ce sur quoi les historiens ne sont pas d'accord. Donc, arrive le moment où les élèves doivent étudier des documents. Ils sont en groupe de 4 élèves et je les filme en continu. Et voilà ce que les élèves se disent face au récit d'une noble qui raconte au XIXe siècle, donc plusieurs années après, que dans sa famille, eh bien, on a voulu aider les paysans à se révolter parce que c'était vraiment trop injuste cette révolution française. Et les élèves se retrouvent complètement coincés. Hein, je vous laisse le regarder, je ne le lis pas. Les élèves se retrouvent complètement coincés puisque la noble elle raconte quelque chose qui ne correspond pas exactement à ce qu'on a vu en cours. Et finalement, il faut que j'intervienne pour leur dire, mais attendez, c'est quoi ce type de document? Ah oui, c'est des mémoires. Bon, ben si c'est des mémoires, finalement, on peut mener l'enquête. Et sans cette intervention, ils ne menaient pas l'enquête. La noble elle racontait ce qui s'était passé, donc il n'y avait pas d'enquête nécessaire puisque le passé leur était livré. Même chose lors de la 5e séquence, donc j'arrivais à la fin vraiment de l'année scolaire, les élèves maîtrisaient bien la méthode, ils arrivaient bien à problématiser. C'est sur l'esclavage, l'abolition de l'esclavage en 1848 en France. Les élèves ont 2 documents. Le discours du gouverneur de la République qui vient annoncer sur l'île de la Réunion que l'esclavage est aboli et une peinture de Biard qui se trouve dans tous les manuels sur l'abolition de l'esclavage. Face au discours du gouverneur, aucun problème.
L'obstacle du réalisme est complètement franchi, les élèves mènent l'enquête, interrogent l'intention de l'auteur et mènent un travail très approfondi. En revanche, ils sont complètement bloqués avec la peinture de Biard et ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils disent un petit peu plus loin sur pourquoi est-ce que finalement c'est plus facile avec le discours et ils sont entre eux, hein, c'est pas quelque chose qu'ils adressent à moi et ils disent alors que là c'est un discours, donc je suis désolée mais déjà de base c'est subjectif un discours, enfin c'est toi qui parles avec tes propres mots, oui avec tes convictions, oui avec tes propres pensées. Donc ce que je trouve assez intéressant dans les débats internes que qu'ont ces élèves, c'est qu'ils expliquent en fait de façon très intéressante que certains documents sont de base subjectifs pour les élèves, sous-entendant que d'autres ne le sont pas. Donc j'ai repris ensuite tous les échanges durant les 5 séquences, hein, il y a une quarantaine d'heures filmées pour chaque groupe, et je me suis rendu compte qu'en fait, à chaque fois, ils se posent la question, est-ce que le document est objectif, alors que ça n'est jamais dans les questions que je leur pose. Donc, ce que j'ai conclu dans mes travaux, c'est que les élèves parviennent à problématiser, mais tant qu'ils ne s'inscrivent pas pleinement dans un registre explicatif historien, ils restent complètement bloqués par cet obstacle du réalisme. Et on s'aperçoit en fait que c'est un rituel de professeur. Alors quand je dis on, c'est parce qu'on retrouve cela dans les manuels, dans les tutoriels sur Internet à destination des élèves. On retrouve cela également en formation avec les jeunes stagiaires. Finalement, beaucoup de professeurs demandent aux élèves, mais est-ce que c'est objectif ce document? Si le professeur est épistémologiquement bien au clair avec l'histoire, ce que j'ose espérer, je sais que ce n'est pas toujours le cas, mais on va imaginer, on va être optimiste, on va dire qu'il n'y a pas de souci. Lorsque le professeur pose cette question, c'est parce qu'il veut susciter la réponse de l'élève. Non, ça n'est pas objectif, c'est subjectif, donc je mène l'enquête. Sauf que les élèves intègrent finalement ce mode de fonctionnement et ils finissent par se dire que si on se pose cette question, c'est qu'il doit bien y avoir certains moments où on peut répondre oui, le document est objectif. Et là, ça pose un vrai souci puisqu'on ne peut pas leur apprendre à penser en historien, à problématiser des questions historiennes si on fait abstraction de cet obstacle du réalisme qu'ils peuvent rencontrer lorsqu'ils vont considérer qu'un document ne vaut pas le coup d'être questionné. Maintenant que je vous ai décrit donc la constatation de cet obstacle, je vous avoue que j'étais un peu déconfite de ne le constater qu'en fin de dispositif. J'aurais bien aimé le tester dès le début. Il serait bien de ne pas m'arrêter là, de vous dire comment on peut envisager un tel dépassement, puisque c'est bien toute l'utilité des obstacles en didactique. Donc, lorsque j'ai construit mon dispositif, je ne l'ai pas mis au travail et c'est bien après que j'ai identifié cela. Et je pense qu'on pourrait mener une approche un petit peu similaire à ce que j'ai fait, c'est-à-dire apprendre aux élèves à problématiser, à mener des enquêtes sur du temps long, hein, le temps d'une année scolaire. On peut même imaginer davantage, mais on sait que c'est compliqué. En reprenant justement l'exemplaire de Kuhn, je vous rappelle, Kuhn considère que les novices se confrontent à des problèmes exemplaires et que ces modèles de problèmes dans la discipline lui permettent ensuite, dans une comparaison, de construire d'autres problèmes. Eh bien, en identifiant l'obstacle du réalisme, il pourrait être très pertinent de confronter les élèves à des documents qui sont vus par eux comme très réalistes, les images par exemple, les tableaux statistiques, les cartes. On s'aperçoit que c'est vraiment pour ce type de documents qu'ils vont répondre c'est plutôt objectif. Et en fait, en les amenant à comparer de problème à problème, leur faire amener à construire que le réalisme en histoire n'est jamais possible, pour que petit à petit, les élèves changent de registre explicatif et que pour eux, ce réalisme, finalement, ne soit plus possible. Donc, oui, ça tombe bien, je suis à ma conclusion. Donc cet obstacle du réalisme que je cherche ici à faire dépasser aux élèves et qui est épistémologiquement pertinent si on se réfère aux historiens, comment a-t-on l'habitude de l'appeler dans la société? Eh bien, c'est cet esprit critique dont je parlais au tout début, esprit critique au sens un peu historien du terme, qui est tant demandé dans les programmes d'histoire, mais jamais décrit, avec un flou qui fait que les enseignants sont assez perdus.
Je fais l'hypothèse que développer l'esprit critique passe en partie par le dépassement de cet obstacle du réalisme en histoire, mais cela nécessite de poser certaines limites, ne pas emmener les élèves vers le relativisme dont on parlait dans l'atelier juste avant, à force de tout critiquer. Dépasser le réalisme, ce n'est pas faire de l'histoire-fiction, c'est appréhender l'histoire pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une science qui cherche à expliquer le passé à partir de ses traces. Et le développement de cet esprit critique par le dépassement de l'obstacle du réalisme, je fais aussi l'hypothèse que c'est un enjeu fort pour les citoyens de demain, bien plus intéressant que le simple fact-checking. Pour revenir à l'actualité et à Trump, comme ça je boucle ma présentation, c'est ne pas se demander si Trump a raison quand il dit qu'il n'a pas besoin de porter de masque, mais c'est se demander pourquoi cet argument est aussi important pour lui. Merci.